23 juin 1942. Des guetteurs de la Royal Air Force postés sur le terrain d'aviation de Pombry, au sud du pays de Galles, observaient aux jumelles un chasseur allemand élégant qui descendait à travers les nuages et s'alignait pour l'atterrissage. Les sirènes d'alerte auraient dû hurler. Les canons antiaériens auraient dû suivre la cible ennemie, mais quelque chose dans l'approche du pilote paraissait étrange. Le Focke-Wulf 190 se posa en douceur sur la piste herbeuse et s'immobilisa près de la tour de contrôle. Le moteur s'arrêta. La verrière glissa vers l'arrière et l'Oberleutnant Armin Faber du Jagdgeschwader 2 sortit du cockpit, retira son casque de cuir et observa les bâtiments inconnus autour de lui. Puis son sang se glaça, les avions alignés sur le terrain n'étaient pas des Messerschmitt, c'étaient des Spitfire. Les uniformes qui couraient vers lui n'étaient pas gris Luftwaffe, mais bleu RAF, et la révélation qui frappa Faber à cet instant fut la même que celle qui saisit en même temps les services de renseignement britanniques dans tout le sud de l'Angleterre. Le chasseur le plus redoutable de l'Allemagne, l'appareil qui abattait des pilotes alliés depuis des mois, la nouvelle arme mystérieuse jugée invincible en combat aérien, venait d'être livrée intacte à la Grande-Bretagne par un pilote désorienté qui croyait atterrir en France. Le coup de chance pour le renseignement était immense. Mais ce que les pilotes d'essai américains allaient découvrir lorsqu'ils mirent enfin la main sur cet appareil allait transformer la manière dont chaque chasseur allié affronterait les avions allemands pour le reste de la guerre. Depuis 8 mois, le Focke-Wulf 190 était le cauchemar des pilotes alliés de l'autre côté de la Manche. Il était apparu pour la première fois au combat au-dessus de la France en septembre 1941, et dès la première rencontre, les pilotes comprirent qu'ils faisaient face à quelque chose d'extraordinaire. Le commandant d'escadron J.E. Johnson, futur as des as britannique, affronta le FW-190 au début de 1942 et échappa de justesse à la mort. Il était plus rapide que nos Spitfire Mark V en vol horizontal et en piqué, écrira-t-il. Il pouvait rouler plus vite que nous. Sa puissance de feu était dévastatrice. Pour la première fois de la guerre, nos chasseurs étaient complètement surclassés. Les statistiques confirmaient que la peur au premier semestre 1942, les pertes de chasseurs de la RAF au-dessus de la France augmentèrent de façon spectaculaire. Des pilotes chevronnés vétérans de la bataille d'Angleterre étaient abattus par un avion qu'ils ne pouvaient égaler. Le FW-190 pouvait plonger pour échapper aux Spitfire, effectuer des roulis plus rapides en combat tournoyant et les détruire grâce à ses canons, tirant des obus explosifs de 20 mm. Les pilotes américains arrivant en Grande-Bretagne, avec leur P-47 Thunderbolt, reçurent immédiatement les avertissements: n'affrontez pas le 190 en combat tournoyant. N'essayez pas de le surpasser en roulis. Ne participez pas à une compétition de plongée. La liste de ce qu'il ne fallait pas faire était longue, celle de ce qui pouvait fonctionner terriblement courte. Le renseignement avait désespérément besoin de réponses. Qu'est-ce qui rendait cet appareil si efficace? Quelles étaient ses limites? Comment les chasseurs alliés pouvaient-ils le contrer? Mais pour obtenir ces réponses, il fallait examiner un véritable FW-190 et tous ceux abattus au-dessus de la Grande-Bretagne étaient trop endommagés pour livrer leurs secrets. Puis Armin Faber commit son erreur catastrophique. Avant de continuer, dites-moi d'où regardez-vous cette histoire? Et que savez-vous du FW-190? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous connaissiez déjà cette histoire et si vous appréciez ce niveau de détail historique. J'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. Ces récits demandent des recherches sérieuses pour que chaque détail soit exact, et savoir que vous êtes là rend tout cela digne d'effort. L'Oberleutnant Armin Faber n'était pas un pilote novice. À 21 ans, il avait déjà remporté plusieurs victoires aériennes et était considéré comme un membre expérimenté du Jagdgeschwader 2, l'élite du chasseur Richthofen. Le 23 juin 1942, il participait à une mission de patrouille de chasse au-dessus de la Manche,
assurant la couverture supérieure des bombardiers allemands attaquant des cibles côtières. La mission s'était déroulée sans encombre jusqu'au vol de retour. Quelque part au-dessus du canal pendant des manœuvres agressives contre des chasseurs britanniques, Faber perdit son orientation. Les nuages masquaient la position du soleil, lui donna de fausses indications de direction, et lorsqu'il perça la couverture nuageuse pour apercevoir une campagne verdoyante et un aérodrome en contrebas, son esprit fit une supposition simple mais fatale. Il pensa se trouver au-dessus de la France et regarder une base de la Luftwaffe. En réalité, il survolait le pays de Galles et voyait la base de la RAF de Pembrey. L'erreur paraît impossible avec le recul, mais la désorientation en combat était bien plus courante que les armées ne voulaient l'admettre. Les pilotes volant à grande vitesse dans les nuages, subissant des forces G élevées qui perturbaient l'irrigation du cerveau, perdaient parfois tout sens de l'orientation. Faber avait effectué un virage à 180 degrés pendant le combat et ne s'en était tout simplement pas rendu compte. Lorsqu'il se posa et aperçut les Spitfire, Faber tenta de redémarrer son moteur et de redécoller, mais le personnel de la RAF encerclait déjà l'appareil. En quelques minutes, il fut capturé tandis que les officiers du renseignement britannique examinaient le Focke-Wulf 140A intact posé sur leur piste. La réaction immédiate au quartier général de la RAF frôlait l'euphorie. Le maréchal de l'air Sholto Douglas, commandant le Fighter Command, ordonna immédiatement que l'avion soit transporté au Royal Aircraft Establishment de Farnborough pour y être testé. Chaque aspect de la machine devait être documenté, mesuré et analysé. Moins de 48 heures plus tard, le FW-190 était à Farnborough, inspecté par les meilleurs ingénieurs aéronautiques britanniques. Ce qu'ils découvrirent expliqua tout ce que les pilotes alliés avaient constaté en combat. L'appareil était un chef-d'œuvre d'ingénierie pratique. Alors que le Spitfire représentait l'élégance aérodynamique, le FW-190 incarnait la fonctionnalité brutale. Son moteur radial BMW 801 développait 1700 chevaux contre 470 pour le Spitfire Mark II. Mais la puissance brute n'était pas toute l'histoire. L'avantage le plus redoutable du FW-190 était son taux de roulis. L'avion pouvait passer d'un angle de banc à l'autre plus vite que n'importe quel chasseur allié. Ce détail apparemment mineur était en réalité révolutionnaire au combat lorsqu'un Spitfire tentait de suivre un FW-190 dans ses manœuvres roulées. Il ne pouvait pas suivre le rythme. Le pilote allemand pouvait inverser sa trajectoire, gagner l'avantage angulaire et se placer pour tirer avant que le pilote allié ne puisse réagir. Le pilote d'essai britannique, le capitaine Eric Brown, vola longuement sur l'appareil capturé et comprit immédiatement pourquoi tant de pilotes alliés mouraient. Les ailerons étaient légers et réactifs à toutes les vitesses, rapporta-t-il. On pouvait balancer cet avion dans le ciel sans effort. Le Spitfire demandait de la force et de la finesse. Le FW-190 répondait à la pensée. L'avantage en puissance de feu était tout aussi stupéfiant. Le FW-190 A3 emportait 4 canons MG 151 de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,92 mm. Une rafale de 2 secondes délivrait plus de puissance explosive qu'un Spitfire Mark V en 10 secondes de tir. Les armes étaient montées dans les ailes, près du fuselage, créant un cône de feu serré et dévastateur à distance de combat. Les performances en piqué expliquaient aussi comment le FW-190 parvenait régulièrement à échapper au Spitfire qui le poursuivait. Le poids plus élevé du chasseur allemand et son aérodynamique plus épurée lui permettaient de dépasser en vitesse de plongée tout ce que la RAF possédait. Les pilotes britanniques qui tentaient de suivre un FW-190 dans une descente abrupte le voyaient s'éloigner impuissant. Mais les essais révélèrent aussi des faiblesses, et c'est là que la valeur du renseignement devint de l'or stratégique pour les forces alliées. Le moteur radial du FW-190, bien que puissant, provoquait des problèmes de refroidissement à haute altitude. Au-delà de 20 000 pieds, environ 6 000 mètres, les performances de l'appareil
chutait brutalement. Le moteur peinait dans l'air raréfié et les pilotes signalaient des pertes de puissance ainsi que des surchauffes. Pendant ce temps, le moteur Merlin du Spitfire conçu pour fonctionner en altitude voyait ses performances s'améliorer à mesure que l'avion montait. Le poids important qui faisait du FW-190 un excellent bombardier en piqué le rendait aussi moins manœuvrable dans un combat tournoyant prolongé. L'appareil pouvait surpasser un Spitfire en roulis, mais pas en virage soutenu. Si un pilote allié parvenait à forcer un FW-190 à s'engager dans un long combat horizontal, l'avantage changeait de camp. Plus crucial encore, les ingénieurs américains découvrirent que les commandes du FW-190 devenaient extrêmement dures à grande vitesse. En piqué au-delà de 400 mph à 640 km/h, il fallait une force considérable pour redresser l'avion. Cela créait un instant de vulnérabilité si un chasseur allié pouvait suivre le FW-190 pendant la plongée et l'atteindre au moment du redressement. Quand le pilote allemand luttait contre ses propres commandes, l'attaque devenait possible. Le renseignement britannique diffusa immédiatement des bulletins tactiques à toutes les escadrilles de la RAF. Mais ils firent aussi quelque chose de décisif pour la suite de la guerre aérienne. Ils invitèrent des pilotes d'essai américains à Farnborough pour piloter le FW-190 capturé. En août 1942, les pilotes de l'US Army Air Forces arrivèrent à Farnborough pour examiner l'arme secrète de l'Allemagne. Ces aviateurs rentrèrent dans leur base d'entraînement aux États-Unis avec un savoir qui allait sauver des centaines de vies américaines. Le major Cass Hoover, l'un des premiers Américains à piloter le FW-190 capturé, rédigea un rapport détaillé distribué à chaque groupe de chasse se préparant à partir pour l'Europe. Son évaluation était directe et tactique. Le FW-190 battra n'importe quel chasseur allié en dessous de 20 000 pieds si le pilote allemand sait ce qu'il fait. Notre avantage, c'est l'altitude. Au-dessus de 25 000 pieds, nos P-47 et les Spitfire de modèles récents ont l'avantage. Forcez-les à monter et nous gagnons. Laissez-les dicter un combat à basse altitude et nous mourrons. Moi, c'est... Ce renseignement unique changea fondamentalement les tactiques de chasse américaines en Europe. Lorsque les unités de P-47 Thunderbolt commencèrent leurs opérations en 1943, leur doctrine insista sur le combat en haute altitude. Les escortes de bombardiers volaient le plus haut possible et les patrouilles de chasse opéraient à plus de 25 000 pieds dès que possible. Quand les chasseurs allemands tentaient d'intervenir, les pilotes américains grimpaient forçant les FW-190 à les suivre dans les couches d'air raréfiées où leurs moteurs s'essoufflaient. Le FW-190 capturé influença également le développement aéronautique américain. Les ingénieurs de Wright Field étudièrent son avantage en taux de roulis et commencèrent à modifier les ailerons des P-47 et des P-51 pour améliorer leur réactivité. L'agencement de l'armement du FW-190 inspira aussi la réflexion américaine sur la concentration du feu et même la disposition du cockpit optimisé par les ingénieurs allemands pour l'efficacité au combat influença la conception des futurs chasseurs alliés. Mais la leçon la plus importante fut la suivante. Le FW-190 n'était pas invincible. C'était un excellent avion doté d'atouts spécifiques, mais aussi de faiblesses exploitables. Les pilotes alliés, jusque-là intimidés par sa réputation, disposaient enfin d'informations concrètes sur la manière de le combattre et de le vaincre. À la fin de 1943, la situation tactique avait radicalement changé. Les P-47 et P-51 américains affrontaient les FW-190 à haute altitude, là où les chasseurs alliés détenaient de l'avantage. Les Spitfire Mark IX, équipés des moteurs Merlin améliorés, pouvaient désormais rivaliser avec le FW-190 à presque toutes les altitudes, et les pilotes des deux camps savaient qu'ils pilotèrent des machines différentes, chacune optimisée pour des conditions bien précises. Les ratios de victoire commencèrent à s'inverser en faveur des Alliés. Les pertes de FW-190
augmentèrent à mesure que les pilotes américains et britanniques exploitaient les renseignements tirés de l'appareil capturé de Faber. Les aviateurs allemands remarquèrent que les chasseurs alliés ne commettaient plus les erreurs tactiques qui avaient assuré au F-110 sa domination initiale. L'oberlieutenant Joseph Pepys prit l'air, un as du F-110 au palmarès impressionnant, écrivit à la fin de 1943 « Les pilotes américains ont clairement étudié notre avion. Ils savent qu'il ne faut pas nous suivre dans les manœuvres de roulis. Ils nous forcent à monter là où nos moteurs peinent. Ils ont appris. » Le F-110 capturé resta à Farnborough tout au long de la guerre, servant d'appareil de référence pour évaluer chaque nouvelle version allemande. Lorsque le F-190 D9 Dora, équipé d'un moteur en ligne, apparut à la fin de 1944, les services de renseignement alliés le comparèrent immédiatement à l'avion de Faber. Comprenant comment les ingénieurs allemands avaient tenté de corriger les faiblesses du modèle original à haute altitude. Après la guerre, les historiens de l'aviation calculèrent l'impact de l'erreur de Faber. Les renseignements obtenus grâce à l'examen du F-190 intact furent partagés avec des milliers de pilotes alliés à travers des bulletins tactiques, des films d'instruction et des démonstrations en vol. Ces connaissances influencèrent le développement des avions, la doctrine tactique et la planification opérationnelle dans plusieurs forces aériennes. Le capitaine Eric Brown, qui pilota plus d'appareils ennemis capturés que tout autre aviateur allié, écrivit plus tard « L'erreur de navigation de Faber nous a donné la pierre de Rosette pour comprendre la conception des chasseurs allemands. Chaque avantage tactique du F-190 fut documenté et chaque faiblesse exploitée. Cet unique avion a probablement sauvé plus de vies alliées que n'importe quel coup de renseignement de la guerre. » L'ironie n'échappa pas au renseignement allemand lorsqu'il apprit ce qui s'était passé. Un officier de la Luftwaffe déclara « Nous avons passé des mois à tenter de capturer un Spitfire Mark IX intact pour étudier ses améliorations. Les Britanniques, eux, n'ont pas eu à essayer. Nous leur avons livré notre meilleur chasseur directement. » Jappa. Armin Faber passa le reste de la guerre dans un camp de prisonniers au Canada. Il survécut et rentra en Allemagne, où il vécut jusqu'en 1976. Les archives de la Luftwaffe suggèrent qu'il fut d'abord blâmé pour la perte de l'avion, mais les évaluations ultérieures reconnurent que la désorientation en combat pouvait arriver à n'importe quel pilote. La capture du chasseur de Faber enseigne une leçon essentielle sur la nature de la supériorité technologique en temps de guerre. Le Focke-Wulf 110 représentait lors de son apparition en 1941 un bond en avant dans la conception des chasseurs. Pendant près d'un an, il domina les appareils alliés grâce à ses performances supérieures et à son ingénierie novatrice. Mais cet avantage s'évanouit dès que les ingénieurs alliés purent examiner la machine réelle. Aucun avion n'est invincible. Chaque conception implique des compromis. La domination du F-190 à basse altitude se payait par une perte de performance en altitude. Son excellent taux de roulis entraînait des commandes dures à grande vitesse. Son armement puissant ajoutait un poids qui diminuait la maniabilité. Une fois ces compromis compris, les pilotes alliés purent les exploiter. Aujourd'hui, le F-190 est considéré comme l'un des grands chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Les musées aéronautiques exposent les exemplaires survivants comme des chefs-d'œuvre de l'ingénierie allemande. Mais sa réputation est indissociable du coup de renseignement qui en révéla les secrets. Dans la complexe équation de l'avantage en temps de guerre, la brève désorientation d'un pilote au-dessus de la Manche transforma l'arme secrète de l'Allemagne en livre ouvert. Le F-190 qu'Armin Faber livra accidentellement à la Grande-Bretagne devint l'avion qui enseigna aux Alliés comment gagner. La leçon résonne à travers toute l'histoire militaire. La technologie supérieure compte, mais le renseignement supérieur compte davantage. Et parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de frappes dévastatrices, mais d'erreurs simples qui offrent à votre ennemi exactement ce qu'il cherchait désespérément.
Le Focke-Wulf 190 aurait pu rester un mystère, un adversaire invincible, continuant de décimer les pilotes alliés autant par sa réputation que par sa supériorité technique. Au lieu de cela, il devint un outil d'enseignement que chaque pilote allié étudia, comprit et finit par vaincre. Une erreur de navigation. Un avion posait un trésor de renseignements qui changea le cours de la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. Voilà comment l'Amérique obtint le chasseur secret de l'Allemagne et comment une seule erreur fit basculer l'équilibre du pouvoir dans le ciel.